Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Pougoul et vous écoutez Navigante. Elle se distingue par sa longue silhouette, son élégance et son charisme naturel, sans en avoir l'air. Ancienne athlète, elle marque avec sa sœur l'histoire du club de la Pommeraye et fait briller l'Anjou sur la carte. Et puis elle est devenue femme d'eux, mais pas que, et mère aussi de 2 filles, et d'une famille recomposée, sa tribu, dont elle semble être le roc. Passée par le marketing et la communication, c'est en 1994, il y a 31 ans donc, qu'elle monte son agence de relations presse, Blanco Negro. Une vraie pionnière. Autant dire qu'à l'époque, ce genre d'agence était rare. Il fallait y croire. La société devient une référence dans le monde du sport, olympique en particulier, mais pas que. Dans son giron, des fédérations, des événements, des marques et surtout des sportifs, et pas des moindres. Teddy Riner, Kevin Mayer, côté piste, pour ne citer que, Michel Desjoyaux, Jean Galfun ou Paul Meillat, pour citer les marins, enfin quelques-uns. Le double vainqueur du Vendée Globe parle d'ailleurs d'elle en disant que c'est une main de velours dans un gant de velours. Et il loue aussi sa bienveillance. Son savoir-vivre l'empêche de fanfaronner, pas le genre. Pourtant, elle a su se construire une solide réputation, une immense professionnelle, une acharnée de travail qui s'est tissé des liens en douceur et pour longtemps. Elle parle peu, alors on est vraiment heureux de pouvoir échanger avec elle aujourd'hui, l'écouter et l'entendre partager son expérience. Laurence Dacoury est l'invitée exceptionnelle de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Laurence. Bonjour Hélène. Je ne sais pas comment on va enchaîner, hein, après, ta si sympathique présentation avec laquelle je me sens pas très à l'aise, tu te doutes bien. Oui, mais ça c'est mon affaire. Je vais gérer aussi. T'inquiète pas. D'ailleurs, je dis Laurence Merci. Dacoury ou Laurence Pasquier Dacoury, tu y tiens au nom de jeune fille? Oh, je tiens, écoute, tout va bien. Je me balade avec mon nom, depuis un petit moment déjà, il y a pas de souci. Pasquier, c'était, ah oui, c'était il y a longtemps quand même déjà, hein. Ouais. Là, je sautais encore dans les bacs de saut en longueur, donc oui, maintenant c'est Dacoury depuis, si tu veux remonter à 94, c'est la naissance de l'agence et effectivement, c'est sous le nom de Dacoury à ce moment-là. Bon, évidemment, on va en reparler de tout ça, tu penses bien? Ouais, Je commence par ma question rituelle et puis après on déroulera le fil comme on a l'habitude de le faire dans Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, qu'est-ce que tu me répondrais? je te répondrais qu'il y a une magnifique pionnière et qu'aujourd'hui il y a, je trouve que c'est plus, on se sent mieux, elles sont plus présentes, elles perfent, elles sont là et elles assument complètement le fait d'être là. On se dit que c'est jamais assez, bien sûr, parce que je pense pas qu'on soit, à une égalité parfaite. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais en tout cas, il y a plus de fra alors je me suis je sais pas si je peux revenir sur cet exemple-là. Moi, je me souviens d'une grande voileuse, Karine, Fauconnier, Bien sûr.
qui avait perfé sur les grands prix Orma, qui avait gagné, qui était vraiment en pôle, et une des premières femmes à se mettre sur les 60 pieds Orma, et qui avait surtout, gagné, le Grand Prix de Cagliari, je me souviens, et qui derrière son sponsor Tacchini la Lâche, on ne le retrouvera jamais, on la reverra pas Karine. Je me souviens que bon, c'est valable aussi pour des garçons aujourd'hui, enfin bon, tu connais le sujet, mais hem, ça avait été pas je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué, pour les femmes. Il y a eu Hélène et MacArthur, il y a eu beaucoup, de nanas qui ont ouvert la voie, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes sur les circuits aujourd'hui. C'est un bon exemple que celui de Karine, hein, que tu Karine, cites et qu'on salue je d'ailleurs. trouvais ça tellement injuste, et on l'a pas revue après. Je trouve ça, ouais, c'était vraiment très marquant, tu vois? Elle perfait, elle était là, elle ne retrouve pas de partenaire derrière, des garçons qui étaient derrière elle, on retrouvait des partenaires, on retrouve toujours un petit peu ça. Donc je suis un peu embêtée avec cet exemple-là, mais voilà, je me souviens bien de Karine, j'espère qu'elle va bien, et je trouvais ça pas juste, voilà. Bah, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de l'avoir en invitée dans Navigante, Karine Ouais, Fauconnier. Je suis sûre qu'elle ouais, aurait plein de choses à nous raconter. ouais. Laurence, on va évidemment, parler de ta relation avec, la mer et les bateaux, mais avant, on va commencer parce que moi j'aime bien commencer avec ça sur, l'enfance, dans la famille Pasquier, ça ressemblait à quoi? Parce que vous étiez pas vraiment une famille de voileux, c'était pas vraiment l'endroit et c'était pas vraiment le sport de la famille. Ah non, 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 nous on est Angevine, Tourangelle, enfin tu vois, c'est la région ouest quand même, hein, pas très loin de la mer, mais région ouest, mais un papa footeux qui adorait le sport. On était 4 filles. On était quand même on avait, papa adorait le sport, il était élu municipal. Il avait contribué à la réalisation dans un petit bled de 3 500 habitants, il avait contribué à la réalisation d'un stade, on faisait de l'athlétisme toutes les 4, dans une piste qu'on appelait en Résisport, donc c'était vraiment précurseur à l'époque. Et donc on dans notre jardin, juste derrière le jardin, il y avait le stade. Donc on était très, très souvent sur un stade quand même. Donc on a été baignés et animés par le sport toutes les 4. On a même fait un 4x100 toutes les 4. Donc à la fameuse Pommerais que tu as évoquée tout à l'heure. Donc oui, le sport a baigné notre enfance. Ça, c'était vraiment une ambiance, bon très j'ai eu une enfance très, très heureuse avec, avec 3 sœurs fantastiques, avec qui on a toujours des rapports extraordinaires. Autour d'une maman qui vacille, justement, tout se passe, vraiment très bien, même dans la difficulté. Justement, j'ai l'impression que c'est un truc qui est prenant chez toi, prégnant chez toi, c'est un peu la notion de tribu. Il y a ce que tu racontes avec les sœurs, il y a ce qu'il y a aussi aujourd'hui dans ta famille. J'ai l'impression que la le sport et la tribu, j'ai l'impression que c'est les 2 mots qui Ah vont oui? bien avec toi, en fait. Ou oui, oui, c'était vraiment, et c'était une de mes motivations, pour la pratique du sport plus tard, à un niveau un petit peu plus élevé. Je vais surtout pas te dire que j'ai été sportive de haut niveau parce que je n'en avais pas le mental. Je me suis retrouvée là parce que j'avais peut-être des qualités physiques, on va dire, mais ce que j'aimais avant tout, c'était retrouver, la bande de potes, quoi. Se voyager ensemble, découvrir le monde ensemble, participer à des compétitions, s'entraîner ensemble, on se marrait pas mal, tu vois? C'était très, ouais, c'était très on était très très bien ensemble, et ça, j'ai voulu l'entretenir au maximum jusqu'à maintenant, je te dirais, hein, parce que dans mon entreprise, j'ai toujours retrouvé cette ambiance-là est toujours importante. Toutes les personnes qui ont travaillé ici à l'agence, je les revois toujours, je les aime toujours, et c'est important, et aujourd'hui, on a effectivement avec Richard, on a 2 filles, mais en fait, on en a 5. Il y a déjà, des tonnes de petits-enfants, enfin, tu vois? C'est toujours, très animé, oui, effectivement, très animé. Alors il y a l'athlétisme évidemment Oui. qui va prendre, de la place. Alors tu dis que tu es pas sportif de haut niveau. Alors pour préparer, j'ai quand même regardé, j'ai retrouvé des anciennes, fiches de score, en heptathlon, en saut en hauteur, en saut Oh en non, mais longueur, non, mais à toi, alors je peux vous dire quand même qu'il y a quelques records à la clé et quelques très belles performances à la clé. Je ne dirai pas tout parce que je vais pas te mettre mal à l'aise, mais tu ne montres effectivement, rien non plus. on est tu sais, c'est un podcast Laurence, donc je ne montrerai rien. Voilà, c'est je suis tranquille. Mais c'est juste pour dire que voilà, effectivement, ça existe. Ces années-là, ces années de sport,
Elles te construisent comment et elles vont être, importantes comment pour la suite? Elle me donne beaucoup de confiance en fait, je crois. La confiance, l'accompagnement de mes parents, indéfectible aussi, tu vois? Dans cet accompagnement de se dire: «Bon, à 14 ans, je quitte la maison, je vais en sport-études à Rennes», il y a des parents inquiets, les miens ne l'étaient pas trop, pas assez peut-être quelquefois, mais bon, on avait tout ce qu'il fallait pour s'en sortir, très, très bien. Je n'avais pas peur, tu vois? Je n'avais pas peur, j'étais confiante, j'évoluais dans un milieu sain. Heu, j'ai eu toujours la chance d'avoir, la chance des rencontres, on en parle, ça c'est effectivement important, que ce soit dans mon petit club, de province ou au sport-études avec, des entraîneurs, très humains, très j'ai eu beaucoup de chance en fait dans mon parcours de rencontres. Donc en fait, je me suis épanouie, voilà, avec mes petites crises, tout à fait classiques, hein, d'adolescence, d'opposition à ma maman, papa et c'était plus simple, mais bon bref, voilà, des petites oppositions classiques, mais j'ai adoré ce parcours. C'était une ouverture au monde aussi, bien sûr, tu vois? Bon, mes parents travaillaient dans le tourisme, donc on avait déjà, une ouverture naturelle au monde, à l'extérieur en tout cas, c'était pas du tout fermé notre ambiance familiale. Il y avait toujours des tonnes d'invités à la maison, mais le sport, ça a encore donné une autre perspective. Et dans ta tête, à l'époque, c'est quoi? C'est l'envie de faire une carrière? Alors pas forcément, puisque tu dis que tu voilà, tu avais pas forcément le mental, bon, j'y crois qu'à moitié. Mais tu te disais quoi? Ça OK, je vais me construire avec ça, mais tu t'imaginais déjà, faire quoi comme métier plus tard? C'est venu comment ça? Alors j'étais confiante naturellement, pas très inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, chaque jour qui passe, Moi j'étais je pas dis je dis surtout quelle chance, bravo! ben oui, ah mais c'est vrai. Ouais, non mais je mesure ma chance, et tu vois, j'ai des filles qui sont un peu plus inquiètes heu et je me dis: «C'est vraiment une chance d'être un petit peu zen naturellement». Tu vois? Et je te dis, je pense que vraiment le cercle familial, bah, j'avais une de mes sœurs qui était peut-être un petit peu 1 ou 2 de mes sœurs qui étaient plus inquiètes, mais franchement, cette ambiance-là, le sport, le fait de rencontrer des gens bien sur ma route, de j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça m'a laissé, de la sérénité pour la suite, de me dire: «Beh, je vais y arriver de toute façon», tu vois, quand on me disait: «Tu peux faire 7 mètres, en longueur», pour te dire combien je j'étais pas sportive de haut niveau. Si tu travailles, si tu t'investis plus, tu pourrais être une des meilleures, ça m'intéressait pas trop, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était ouais, d'être avec les copains, de m'entraîner, de faire des compétitions, j'aurais aimé faire mieux, bien sûr, en compétition parce que mais j'avais beaucoup de joie à faire tout ça, beaucoup de plaisir. Donc c'est protégé comme enfance et adolescence et vie de jeune adulte, tu vois? C'est très protégé. Donc j'ai toujours eu confiance et grâce à ma connaissance de l'athlétisme, finalement, j'ai trouvé un stage à la fédération avec encore des gens extrêmement bienveillants qui ont dit: «Bah, écoute Laurence, tu fais des études de com». J'ai fait une licence de psycho. Puis parce qu'en psycho, tu peux adapter les cours plus facilement peut-être que dans d'autres épreuves ou d'autres disciplines. Donc je partais en stage souvent, tu vois? Il fallait quand même adapter les horaires et grâce à mes é j'ai fait des études de communication et de marketing Marketing? ensuite, Mmh. voilà, de marketing et la fédération m'a proposé un stage. Donc je suis entrée à la Fédération française d'athlétisme, c'était sans doute en 87, je crois et je fais un stage là-bas. Ils travaillent avec ISL Marketing, qui est la première société de enfin c'est on dit que c'est la société qui a inventé le sponsoring, du moins à grande échelle puisque c'est eux qui ont récupéré les coupes du monde de 86 et les jeux de 88, qui ont commencé à introduire la notion de marketing et de sponsoring dans le sport, et moi j'ai fait partie de ce train-là donc tu vois encore une fois, beaucoup, beaucoup de chance et j'ai appris beaucoup et et puis après, beh, voilà, je suis entrée chez ISL, je les ai rencontrés, ils recherchaient des gens qui connaissaient le domaine, le milieu du sport et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peu de femmes, qui travaillaient dans le marketing et dans la communication du sport. Donc là aussi, ça a beaucoup changé et tant mieux et voilà, je me suis retrouvée chez ISL pour 7 ans.
Et tu apprends, quoi là-bas et à quel moment parce que ça, c'est quand même toujours quelque chose qui me fascine. À quel moment tu te dis et on a bien compris que tu n'étais pas quelqu'un d'inquiet, tu te dis, «Ça y est, maintenant je me sens prête, je vais ouvrir moi, ma société. Je vais me lancer moi». Alors là encore, très rassurée. Non, non, j'exagère. Dans pendant ces 7 ans, si tu veux, il faut remettre ça, c'était les années, pas encore 90, hein. Donc Ouais, bien sûr. moi je pars, j'ai la chance d'aller à Séoul pour quelques mois, par exemple, préparer les Jeux olympiques, le premier Club France, mais on construit tout ensemble. Tu vois? Toujours, avec une tribu, des gens qui découvrent, on découvre ensemble, on avance ensemble et c'est les prémices du sponsoring et du marketing. Et je crois que la connaissance que j'avais du monde du sport m'a aidée aussi, tu vois, à apporter quelque chose aussi au groupe de réflexion, en fait, tu vois? J'appartenais à une bande, à un groupe, et on construisait ensemble, mais j'avais aussi, une écoute parce que, la lecture du terrain sportif, elle était importante pour ces marketeurs, tu vois? Donc moi, je prenais des bribes de notions de marketing, de notions de communication, grâce aussi au fait que je puisse leur dire: «Ça, ce ne sera pas possible, ça ne se fait pas sur ce sport-là. Ça, ce ne sera pas possible», tu vois? OK. Ou ça manque. Peut-être Ça, qu'il faut ça penser à manque. ça, ouais. Oui, Mmh. préserver, la pratique de la discipline à laquelle vous touchez donc oui, je n'étais pas, on écoutait, je contrib j'avais le sentiment de contribuer à la réflexion, commune et à cette avancée ou cette naissance du sponsoring, en France et un peu dans le monde aussi. Tu as une anecdote, en particulier, peut-être, quelque chose qui serait, tout à fait banal en 2025, qui n'existait pas à l'époque et que vous avez, contribué à mettre en place? Qui n'existe pas en 2025, tu veux dire, Non, non, du qui existe maintenant et qui ah! finalement, dans le marketing ou dans la communication, dans le sport est complètement, évident aujourd'hui et qui, bah, à l'époque n'existait pas et justement, ces réflexions ont permis de mettre en place? Mais en fait, tout ce qui concerne, alors tu as énormément de choses parce qu'il y a l'événementiel, la con tu as énormément de choses. Je pense aux guides médias, par exemple. Les guides médias, ça n'existait pas, dans le domaine de la voile. Donc en fait, ce que j'ai appris, chez ISL, via les jeux, par exemple, parce que c'est les jeux qui ont sorti les premiers guides médias, bah, effectivement, on l'a amené dans la voile, tu vois? C'est des choses qui petit à petit ce qu'on appelle l'OPMED, l'opération média, l'accueil, ça c'est plutôt la partie com, mais c'est un ensemble de choses. La réflexion, elle a été très globale. Tout démarrait, hein, si tu veux, donc on était, C'est partout. On excitant, était, c'est génial. génial, génial, j'ai pas d'autres mots. J'ai eu beaucoup de chance encore une fois et j'ai adoré, adoré, cette partie-là aussi de ma vie et j'adore toujours ce que je fais. On est en perpétuel, ça se modifie en permanence. Et comment on fait d'ailleurs, pour, rester à la page, si je puis dire, pour, ne pas être lassé? Alors, Faut rester être à la curieux? page, c'est autre chose. Rester à Oui, la oui, oui, page, c'est moi vrai, tu as raison. j'ai un doute toujours sur le fait de l'être. Tu vois? Je rencontre notamment maintenant sur les pontons de nombreuses jeunes attachées de presse. Heu, je me dis effectivement que j'ai de l'expérience certes, mais est-ce que je corresponds toujours à ce qui est attendu? En termes de communication et de ce que l'on peut apporter à un projet, en communication sur la voile aujourd'hui. Est-ce que, je corresponds toujours à ça? Certes, il y a le réseau, certes, il y a plein de choses, mais voilà, j'essaie toujours de me challenger. Ça, je ne me laisse pas en paix là-dessus. Je me laisse jamais en paix, je n'ai jamais raison, je n'ai jamais tout trouvé, j'ai jamais assez fait. Tu vois, c'est drôle, dans mon métier, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mmh mh. Dans ma pratique du sport, éventuellement pour atteindre le haut niveau, je n'ai jamais fait l'investissement qu'il fallait faire. Je me contentais de bien moins, tu vois? J'aime pas Mmh. perdre, bien sûr, mais ça ne me pose pas de problème non plus de perdre, tu vois? C'est pas grave. Non, je suis assez peut-être je suis sereine, en fait, je sais pas pourquoi, je suis faite comme ça, en fait. Ah bah, c'est plutôt pas mal, hein, ça enlève Oui. quelques moments compliqués. Oui, je quitte ISL en 93. Je suis enceinte de Joséphine, notre première fille. Richard évoluait à l'époque, Richard Dacoury Basket, il évoluait à Limoges et je l'ai rencontré d'ailleurs grâce à un contrat qu'on avait, dans l'entreprise qui était celui de la ligue de basket, voilà et je suis enceinte de Joséphine en 92-13 en fait, elle naît en janvier 93
et je décide de démissionner pour rejoindre Richard à Limoges et histoire, bah, j'ai créé ma boîte en 94 à Limoges, puisque je ne trouvais pas, j'avais des petites missions, mais je trouvais pas, tu vois? ISL me rappelait pour faire des missions ponctuelles à Paris, donc j'ai créé ma structure pour pouvoir toujours, être, dans ce milieu et continuer à travailler, tout en étant à Limoges. Femme 2, ça t'aurait pas suffi? Comment si? Alors ça dépend des jours. Les femmes 2, tu sais, c'est très, ça me va très bien et je me pose pas du tout cette question-là. Tous les 2, on fonctionne pas, comme ça et en revanche, c'est vrai qu'on a été souvent, bah, oui, quand tu accompagnes quelqu'un, quand, Richard au sommet de sa carrière, c'est sûr Bien sûr. que tu es à côté de lui et les gens s'adressent à lui, ils ne s'adressent pas à toi forcément. Donc il avait toujours l'élégance, de me remettre, au milieu de la discussion: «Mais vous connaissez Laurence?» Oui, voilà, charmant. On y arrivait très bien tous les 2. Ouais. Laurence, cette société que tu, crées qui est, l'agence évidemment qu'on connaît encore aujourd'hui et comme je le disais, dans l'introduction, qui c'est vrai est une agence, pionnière et qui, a une réputation aujourd'hui, extrêmement, solide et un rayonnement, vraiment, très important. Hem, Est-ce que tu as des peurs à l'époque? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire? Est-ce que tu te dis, «Je vais la créer parce que, à mon avis, il manque ça», est-ce que ça fourmille d'idées? Tu veux y mettre quoi dans cette agence à l'époque? Ah mais ça c'est vrai, ça fourmille, c'est exactement ça. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'attente, c'est aussi une période où tout va assez bien, tu vois? C'est pas des périodes difficiles, c'est pas des périodes compliquées sur le plan économique en tout cas. On avait beaucoup de liberté et on pouvait tenter des choses. Moi, je reconnais aussi que le fait d'être mariée à Richard, ça te sécurise un petit peu aussi. Tu Bien vois, sûr. j'aurais peut-être pas pris les risques, financiers que j'ai pris ou j'aurais peut-être pas entrepris certaines choses, si j'avais pas été épaulée par Richard. Donc, ça, c'est faut reconnaître que c'est quand même facilitant. Mais, en fait, quand je crée la société, tout de suite, on m'a redonné des contrats via ISL, tu vois? Donc j'ai remis le pied à l'étrier très, très vite, donc j'ai donné naissance à Joséphine, puis à Loulou et je travaillais moins que je ne travaille maintenant, mais cependant, je gardais quand même des missions. Donc la préoccupation que j'avais, c'était toujours de se dire: «On va, essayer d'apporter quelque chose, au sport, à la pratique du sport». À l'époque, c'était pratique du sport pour le haut niveau et puis ça s'est étendu aujourd'hui plus largement à la pratique pour tous parce que l'époque est différente et ce qui était important pour moi, c'était de faciliter l'accès, bah, à ce que j'adorais en fait, hein, le spectacle sportif, donc de faciliter cet accès-là et de réfléchir à la manière avec laquelle on pouvait ouvrir encore plus, sur des disciplines qui étaient bah, moins médiatiques que le foot par exemple ou d'autres et puis d'enrichir, une discipline avec l'autre. C'est-à-dire que moi, le fait de voyager en voile, ou en athlétisme ou en volley ou en escrime, je me suis enrichie des différentes disciplines et expériences pour nourrir une autre. Donc tu vois, je dis: «Ah ouais là» enfin tu vois, tu avais des questions en permanence. Ça, on peut apporter ça, à ce sport-là, à cette discipline-là parce que ça y a sa place et ça améliorera la situation d'un bah, c'était une réflexion assez permanente et puis je pense aussi que c'était sur une période très dynamique, où on avait de cesse de il y avait pas de ralentissement, tu vois? C'était très dynamique et le 1er ralentissement que j'ai connu, c'est d'ailleurs dans la voile, c'est le sujet Orma. Tu as, un sujet Orma qui connaît, un arrêt brutal, des circuits fantastiques montés par, Philippe Crac, Royal Prod, Manipero, tout ça, c'était fantastique. Et bah, pour les raisons, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sponsor, Neuf Télécom, arrêt, Total, interrompu. Enfin bon, c'était très dommage de voir, ces beaux bateaux, s'arrêter comme ça. On va, puisque tu nous y amènes, évidemment, on va parler de toi et la voile, évidemment, même si on sait, voilà, tout ton aussi ton champ est vraiment très, 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 très vaste. Heu
Mais avant qu'on parle de la voile, j'aimerais juste que tu nous racontes, ton ton 1er gros client ou ton premier client dont vraiment tu es hyper fier ou, l'échange qui aura marqué peut-être quelque chose ou le début de quelque chose? Quel est-il? Dans la voile ou en Non, dehors? avant justement, avant Avant? qu'on parle de la voile ou Les Jeux olympiques. Enfin, quand tu tu vois, quand tu viens, tu es issu d'une discipline olympique, ce niveau-là, ce niveau, bien évidemment, sportif, ça est pour cause et ce rassemblement, mondial, universel, au plus haut niveau dans un souvent dans des endroits fantastiques. Le Mes premiers jeux, Séoul, c'est, oui, forcément, ça m'a marqué et tu ne redescends pas de ça, en fait. Tu te dis: «J'ai connu ça». Ben Johnson, tu vois, France Télé était enfin, Antenne 2 était en grève à l'époque. Donc les positions commentateurs, il y avait pas on circulait, il y a presque pas d'accrède, enfin, c'était incroyable. Moi, j'y étais pour monter le Club France avec toute une équipe, hein, j'étais bien évidemment pas toute seule. Toute l'équipe de l'APO, ce qu'on appelait l'APO à l'époque, donc 1er Club France, Mireille Mathieu dans le Club France, enfin, je sais pas si tu vois tout ça, mais on était à magnifique. Séoul, c'était non, juste magique, c'était magique d'assister à une finale du 100 mètres de Flo, Griffith-Joyner, enfin de Griffith, pardon et puis Ben Johnson, enfin des tu te souviens de cette tenue de Flo, qui gagne le 100 mètres en 10,49, enfin des choses Ah bien sûr. Les irréelles. ongles. Les ongles, enfin il y avait énormément de sujets sur ces Jeux de Séoul qui font que ça t'emmène pour le reste, je pense, de ta carrière pro, ça c'est sûr. Humainement, ça te nourrit déjà, mais alors sur une carrière pro, c'est un très bon départ. Pas un faux départ, c'est un très bon départ. Ton histoire, avec la voile, elle, commence comment, Laurence? Elle commence, je crois, avec L'Oréal, un projet avec Maud Fontenoy. Il y a quand même des voiles sur son bateau. Donc voilà, elle commence avec ça. Ça, ce sera la première expérience Oui. et après, moi, c'est vrai que j'avoue, hein, Tu je me parles la souviens voile de compétition? beh, surtout, moi, je me souviens de toi avec, Michel Desjoyaux, Miche-Dège. Miche-Dège. Oui, mais avant, il y a eu les grands prix Orma quand même. Mais avant, il y a eu les grands prix Orma. Ouais. Après, tu as les événements. J'ai commencé par les événements avec la grande Maglone Turca. Alors, Philippe Fac, qui a été un précurseur exceptionnel puisque ce qu'il a fait, quand tu vois sa GP, copier-coller avec l'optimisation actuelle, bien évidemment. Mais quand tu voyais la régie de Royal Prod à l'époque, il y avait rien à envier, hein. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Tu avais des Manu Perrault, il était à la tête d'un truc avec des inserts, des stats, tout y était dans l'intention, et c'était vraiment chouette, quoi. Tu avais une retransmission en direct sur les villages et les grands prix Orma, c'était extrêmement dynamique avec les plus grands noms, que tu Bien connais. sûr. Donc là, j'ai croisé effectivement Mich, mais on se connaissait pas encore bien, on se croisait et puis, le grand prix Orma et Mich, cherchait une attachée de presse ou un attaché de presse pour, je crois que c'était Éric Coquerel à l'époque qui passait à autre chose et moi je ne me sentais mais pas du tout câblée ou capable de remplacer Éric parce qu'il m'impressionnait vraiment, en fait, quand j'entendais parler. Je ne comprenais pas tout, c'était tu vois, je suis pas une voileuse et je ne le suis toujours pas. Je comprends l'effort sportif, je comprends la compétition, je comprends la mécanique de tout ça et je sais ce que les garçons et les filles vont chercher. Mais, je suis incapable, je suis pas du tout technicienne. Je ne me mêle jamais d'un propos de voile, tu vois? Je reste surtout à ma place. Donc, là-dessus, moi, j'étais missionnée par Philippe, pour étendre le champ possible sur la voile, de faire sortir la voile de son milieu voile, d'aller au-delà, d'aller filer d'autres cibles, le rendre plus populaire, une notoriété différente sur des cibles différentes et Michel, c'était aussi un peu ça. En fait, moi, je travaillais beaucoup sur d'autres sports et le fait qu'on fasse appel à moi, c'était, pour aller chercher, autre chose que le milieu que ce qui se passait dans le Que ce milieu de qui la se passait voile. dans la voile. Mmh. Ouais. Voilà. Donc je j'hésite au départ, mais je me rends pas compte de ce que je fais, tu vois? J'hésite au départ et puis je dis oui et ça a été, génial. À partir de là, ça a été génial. J'accompagne Michel sur le Vendée 2008.
Oui. Avant ça, il y a eu des Transat Jacques Vabre, route du je sais plus, route du Rhum, enfin bon, je suis avec Michel, en tout cas pour son Vendée de 2008 et fantastique expérience. C'est quoi d'accompagner, Michel Desjoyaux sur, le Vendée Globe et qui plus est, qui va devenir, le seul et unique, double vainqueur du Vendée Globe? Extrêmement facile parce qu'il est pas compliqué. Pas compliqué le garçon, donc il ne nous réveille pas la nuit. Je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça aussi avec cette attention, je me souviens de il passait des coups de fil, uniquement en journée. Bien évidemment que moi, je ne pouvais lui parler de quoi que ce soit, je n'y connais rien, donc c'était très pratique. Donc je lui donnais des nouvelles, je prenais mon chien dans le bois de Boulogne, je lui disais comment ça se passait, c'était assez, c'est tranquille, ça changeait d'air probablement, tu vois? Et non, non, il était très facile et puis le parcours qu'il réalise, c'est juste, c'est comme, tu vois, tu t'assimiles à ça, des remontées c'était fantastique de suivre ça. Alors là, sportivement, il y avait Des remontées de foot, de match aller où on prend, 3-0 et que finalement on arrive à gagner c'est au ça, match retour. On c'est rappelle ça, ou chez qu'effectivement Michel, avait dû revenir, ouais, pour, réparer, repartir et finalement gagner. ouais, ou alors le 4x4 de Zurich, l'équipe de France féminine, je sais Ah pas bah, si bien tu te sûr, souviens? Voilà. ou bien sûr, comment il s'appelle, le commentateur Elle, qui dit, non ouais, mais que le Patrick commentateur qui Montel, ouais, Patrick ouais, Montel qui dit: ouais, «C'est fini, elle c'est reviendra fini jamais, elle et reviendra jamais» Diagana aussi et dit Diag ça et aussi. puis finalement il y a Et puis ah bah, finalement non, non. et ben, tu sais, petite parenthèse, que cet exemple-là, Ouais, moi, quand je commente, je pense à cet exemple bien sûr. systématiquement et je me dis: «Ne jamais vendre la peau du Jamais, jamais compétiteur, et c'est ce qui te jamais». fait tenir. C'est ce qui te fait tenir en plus sur le terrain. Toi, en tant que commentateur, ça tu as cette précaution-là, bien sûr. Mais sur le terrain, c'est ce qui est fantastique et alors particulièrement en voile, la preuve, tu vois? Donc c'était tellement riche sportivement parlant, il volait au-dessus de l'eau, hem, Michel? enfin Michel, pour en revenir à Michel et ça a été, vraiment très, très agréable, très fort, très fort. Vraiment très fort. Qu'est-ce que tu découvres, bien que tu aies précédemment travaillé sur les grands prix Orma, qu'est-ce que tu découvres dans ce milieu-là, que tu ne soupçonnais pas, ou par rapport aux autres sports que tu connaissais bien avant de te plonger dans la voile? Peut-être, le champ qu'un marin doit considérer qui est beaucoup plus large, beaucoup plus 360 que pour la pratique d'autres sports. Alors déjà, tu as les sports co, tu as les sports individuels, tout ça est aussi différent, un marin, il coche toutes les cases, d'une grille, de la pratique du sport de haut niveau, tu vois? Il te faut un partenaire, tu es impliqué. Il te faut, techniquement alors il y a des je sais qu'il y a des marins qui sont plus ou moins investis dans la construction de leur bateau, mais quand tu vois Mich, avec Hubert, c'était, juste, pas possible. Donc voilà, c'était des donc en fait, ils te parlent de météo, ils ont ils intègrent des notions et ils m'ont l'air toujours plus, au-dessus de la moyenne que tous les autres, tu vois? Sachant que tous les sportifs sont intelligents. Les sportifs, ils ont une vision, du terrain ou du positionnement qui est au-dessus de la moyenne. Ils sont pas là par hasard, en fait. C'est clair. Mais en voile, j'ai l'impression qu'ils cochent quand même beaucoup plus de cases, dans l'exigence de ce qu'on leur demande et puis il y a une forme de ils sont plus solides, je sais pas comment dire, ils sont plus, plus chargés d'énormes enfin ils sont plus complets. Ils sont plus complets, ils sont plus, que tout autre sportif et je me trompe peut-être, hein, mais ça m'impressionne beaucoup plus. Et dans ton métier, ça demande, quoi comme genre d'adaptation ou pas d'ailleurs? Dans mon métier, faut écouter, faut regarder, faut observer et ça, c'est super intéressant, de toujours vouloir apprendre. Ça, c'est à leur côté, il y a pas de problème. Je n'ai pas fini d'apprendre et ça tombe bien. Oui, faut enfin, quand tu veux raconter ce qui s'y passe, si tu observes moi, j'étais néophyte complètement, je le suis toujours, mais le fait de ne pas savoir, à quoi s'attendre et que mon métier était quand même de proposer, aux médias plus généralistes,
de proposer aux médias plus généralistes, de raconter l'histoire, d'expliquer comment ça se passe et puis d'expliquer qui ils sont. Eh bien, je correspondais à un échantillon lambda qui se dit: «Bah, ça tu vois? Je transmettais l'intérêt que je pouvais y trouver, je pouvais le transmettre, aux journalistes en me disant: «De toute façon, ce journaliste, il est pas plus doué que moi sur un bateau ou en le regardant, donc comment on traduit cette information que je perçois à une cible beaucoup plus large?» Et en fait, tu vois? Je me testais donc sur des choses, je me souviens la météo, en 2002 quand je suis, avec Christian Dumars d'ailleurs. J'étais sur la route du Rhum, toujours avec Philippe Fac en 2002, sacrée édition si tu te Mmh. souviens. Je trouvais que la météo, c'était dingue avec Bernot à l'époque. Eh bien, on avait vendu à TF1 une pastille, tous les soirs, il y avait une pastille, météo route du Rhum sur TF1 avec Bernot. Parce que en fait, l'intérêt qu'on y porte, tu peux la transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aux journalistes avec qui je travaillais, c'était, «Tiens, ça, c'est vachement intéressant parce qu'il se passe ça» et pour faire découvrir le milieu. Tu ne peux le faire découvrir qu'avec un regard un peu, naïf. Si tu es trop calé, tu ne vois plus si tu t'y connais trop, tu ne vois plus ce qui est original ou exceptionnel. Laurence, tu as quel genre de rapport avec, tes athlètes? J'ai lu dans une interview que tu disais, «Je ne suis, ni leur mère, ni leur psy». Hem, Tu as quel genre Affirmatif. Faut faire preuve d'un peu de psychologie, je pense quand ah même. bah, bien Je sûr. me trompe pas, ça c'est sûr. Tous les jours, il faut Voilà, mais avec tes athlètes, tu veux avoir et tu as quel genre de rapport? alors, déjà, je pense que, la relation oui, je suis pas leur mère, je suis plutôt dans, leur expliquer comment ça fonctionne, ce qui est attendu d'eux sur la partie sur laquelle je travaille. Comment ça fonctionne, déjà, leur expliquer, comment fonctionnent, les médias, pour qu'ils soient maîtres de leur, tu vois, de leur timing, de leur temps, et qu'ils comprennent pourquoi, même si tu fais 15 minutes d'interview aujourd'hui, il ne ressortira qu'une phrase après-demain, c'est pas grave, c'est ça, c'est qui a permis de construire un papier enfin, leur expliquer, pédagogique déjà. Et moi, c'est les accompagner, dans la gestion de leur planning aussi, tu vois? Bien évidemment, mon objectif, c'est qu'on parle d'eux correctement, avec les bons sujets et que la notoriété enfin, qu'on développe la notoriété du skipper avec qui je travaille ou du sportif avec qui je travaille et que surtout que l'information que nous donnons, elle soit juste. Donc c'est soulager les plannings bien évidemment parce qu'il y a à protéger, les entraînements, le cycle que tu connais, qui n'est pas le même pour chacun des sports. Tu as, quand tu me parlais en voile ou dans l'athlétisme ou le volley, peu importe. Ouais. C'est d'organiser tout ça pour eux. Cette relation, à la notoriété, puisqu'en général, on travaille avec des gens qui peuvent se permettre d'avoir des attachés de presse, donc forcément, ils ont une notoriété déjà, qui leur permet ça et donc c'est d'organiser cette vie-là pour eux. C'est facilitateur, voilà et facilitateur un peu de la relation entre eux et le monde des médias. Est-ce que la personne extrêmement, sereine que tu es a malgré tout, connu des obstacles, des moments de doute? Et si oui, comment est-ce que tu gères ces moments-là? Comment tu es face à ces moments-là? Alors bien sûr, moment de doute, bien sûr. Alors, il faut juste raconter à nos auditeurs. Moi, j'ai la chance d'avoir, Laurence, évidemment, en face de moi. Alors elle me regarde avec un petit regard, bien sûr, un petit regard qui bah, oui, évidemment. Bien sûr, voilà, on est confronté à la difficulté que le sportif rencontre, pas autant que lui. Nous, on doit gérer pour lui. Donc on doit gérer, une blessure, une communication de crise, mais alors la voile là-dessus, extrêmement bien organisée parce que c'est un sport qui engage, enfin on sait que c'est un sport, où tout peut arriver, jusqu'au drame donc forcément que, et j'ai beaucoup appris d'ailleurs sur, tu vois, quand on parle de gestion de crise, on ne veut pas y avoir à faire bien évidemment, mais en revanche, les process sont mis en place et ça a beaucoup progressé au fur et à mesure, au fur des aujourd'hui, les courses, elles sont complètement, prêtes à tout ça.
Donc ça, j'ai beaucoup appris, mais bon, en athlétisme, tu risques pas ta vie, hein. Donc en athlé, c'était ou dans d'autres sports, c'est, des communications de crise sur, du comportement, sur, du dopage, sur, des contre-performances, donc tout ça, on l'anticipe. Teddy, en fait, par exemple, l'exemple de Teddy, quand il perd, il a 17 ans, je crois, ou 18 ans, il perd sur un championnat du monde contre un Japonais sur une décision arbitrale. Heu, il arrive à fond dans la zone mixte, à fond. Je l'accompagnais pas à cette époque-là, mais on m'a raconté ça et là, il s'exprime, comme c'était un jeune talent déjà un petit peu suivi, il s'exprime en accusant tout de suite l'arbitre, m'a volé mon titre, il était très, très véhément là-dessus, tu vois? Il a vraiment et dans le judo, c'est pas des codes, ça ne se fait pas. En fait, il faut juste apprendre à respirer un petit peu en sortant d'un combat et même si c'est difficile, mais là, il s'était jeté, personne ne l'avait accompagné, tu vois? On lui avait pas dit: «Bon, tu respires dans ton coin et tu reviens et tu t'exprimes pas de cette manière-là», en fait. Donc tu vois, il y a tout un protocole qu'on travaille en amont, Mmh. bien évidemment. Ils le travaillent avec leur psy, ça, c'est sûr, mais en presse, moi, je me contente de dire que techniquement, ça se passe comme ça. Si tu je travaille beaucoup dans les live mix zones, d'athlétisme. Tu sais, c'est les zones où tu as tous les positions commentateurs qui s'enchaînent là et tu reçois les athlètes en pleurs ou les athlètes, qui se marrent, enfin, suivant leurs résultats et souvent tu peux proposer à ces athlètes-là qui sont surtout en difficulté, bah, de s'arrêter un petit peu, de respirer et d'attaquer cette fameuse zone, qui est obligatoire, hein, en possession de tes «moyens» entre guillemets, mais en tout Tu t'es cas avec une redescendu un petit peu potentiellement. de te faire redescendre et de Mmh. pouvoir t'exprimer correctement. Donc, il y a toute, nous, on travaille sur la mécanique de tout ça et sur, ça les protège aussi un petit peu, mine de rien, parce qu'ils sont jamais très heureux de s'exprimer, en larmes ou, même si l'émotion, elle est importante. Il faut pas couper tout ça et on ne le coupe pas. Un athlète, il se remet pas comme ça en 5 minutes mais au moins, tu vois, tu peux t'exprimer, un petit peu plus posément Et clairement. Mmh. et clairement, voilà. Tu es, beaucoup dans l'empathie avec tes athlètes? Oui, 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 beh, je donc globalement, j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent et de respecter leur fonctionnement, oui, toujours, mais avec, un petit peu tout le monde, on se rate quelquefois, bien sûr, tu vois? Mais je trouve que c'est la base, ça. Il y a d'autres marins que tu as accompagnés, je pense à Jean Galfionne justement, notre, champion olympique de perche qui est devenu un grand marin, aussi. Paul Meillat aussi, Paul, notamment ouais, Paul que sur le j'accompagne toujours. que tu Ouais, accompagnes toujours bien sûr et tu étais mmh, avec lui, ouais, bien sur sûr, son dernier avec Vendée Globe, plaisir. par exemple. Mmh, super. Mmh. Hem, ces jeunes personnalités, là, ça se passe comment avec eux? Ça évolue aussi comment? Alors Jean s'est retiré, mais avec Jean, Bien sûr. on se connaissait très, très bien puisqu'il était athlète plus jeune, mais on s'est croisés sur ce et je comprenais comment il fonctionnait peut-être plus facilement Hein. mais son challenge était remarquable, Jean. Il s'y a investi, à fond, tout comme probablement il s'était investi, quand il était perchiste. Donc c'était intéressant parce qu'on avait des repères communs, tu vois, sur la performance. Donc on parlait un peu le même langage, donc c'était très, très, très facile de se retrouver, là-dessus. Et puis il y a eu Paul. Alors Paul, c'est passionnant aussi. Heu, c'est un homme plein, c'est un homme, engagé, extrêmement altruiste aussi, très, très à l'écoute de ses équipes, enfin humainement, voilà, je lâcherai pas Paul et s'il a besoin de moi encore, je serai là et c'était une très belle expérience aussi. Tu pourrais travailler avec un athlète, il y a pas forcément que des valeurs communes? Ah non, 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 si, si, enfin pardon. Heu, non, ça c'est c'est l'expérience qui nous fait, peut-être aussi avoir des choix un petit peu plus, précis là-dessus, de sentir un petit peu mieux les choses venir. Heu, en revanche, la difficulté me fait pas peur si tu veux, je tu vois, je travaille avec Erwin Ngapet, il a eu dans sa vie, il y a une petite dizaine d'années des périodes difficiles. Hem
un garçon fantastique, extrêmement sensible et tout et je pour moi, Grand c'était sensible, très super grand ex sensible, super sensible. extraordinaire volleyeur, évidemment, on le rappelle à nos, Meilleur joueur du auditeurs. monde à son Meilleur joueur du poste, monde. toujours décisif là où tu ne l'attends pas, enfin merveilleux volleyeur. Même si c'était difficile et même si, bah, forcément je pouvais pas être d'accord sur certains sujets, il était important pour moi de l'accompagner. Je pouvais pas le laisser tout seul dans cette, nasse-là, c'était important qu'on dise les bonnes choses, le concernant. Mmh. Qu'on se trompe pas, justement. Qu'on se laisse Bah, pas brouiller par, ouais, ou qu'on se laisse pas brouiller par pas les bonnes choses, peut-être. oui peut-être, puis oui, oui, peut-être. Mais en tout cas, oui, la difficulté n'est pas toujours, voilà, j'accompagne quand même des gens globalement, des super personnes qui ont des grandes valeurs, enfin globalement oui, j'aurais du mal peut-être avec des gens qui respectent peut-être pas, qui se battent pas, enfin tu vois? Qui sont ouais, c'est Bah, c'est important. peut-être pas un hasard non plus si ces personnes-là, viennent te trouver. Puisque tu parles de difficultés, comment est-ce qu'on fait pour, arriver à trouver un bon et bel équilibre, entre cette vie professionnelle d'une richesse absolument incroyable, sans doute un peu chronophage aussi Ouais. et justement être, le roc d'une tribu, familiale avec, 5 filles, un mari, alors, évidemment des filles qui sont grandes maintenant, mais, Ouais, à l'époque, il y avait aussi ça à gérer. ouais, ouais. Pas facile parce que, pas facile ça. Je pense impossible. Bah, tu l'as fait pourtant. Je l'essaie, mais peut-être pas bien. Bah, c'est compliqué de trouver l'équilibre, C'est très toujours. compliqué, très compliqué. On est rarement à sa place, tu sais? Mmh. Quand tu es maman, tu te dis quand tu es à la maison, «Il faut que je travaille là-dessus, que je fasse ça, je suis en» et quand tu es à ton travail, il faut que je bah, c'est la difficulté aussi de papa maintenant, mais oui, c'est sûr que ce métier chronophage, enfin bon, tu vois là Passionnant et dernièrement passionnel, voilà. ouais, c'est ça, Oui, très bah, oui, c'est investi, ça. tu peux pas faire ça autrement donc forcément que j'ai raté des choses et forcément que j'ai des regrets, oui, forcément. Enfin, je me disais, tu vois, il y a pas très longtemps pour les filles quand elles étaient petites, bien sûr que ça me ça me gêne toujours, tu vois? C'est pas agréable, Oui, de mais je comprends repenser très à bien. ça, Mmh. voilà et je me souviens, tu vois, dernièrement, là, c'est un petit peu plus drôle parce que maintenant j'étais avec elle sur un bateau, Richard traversait le détroit de Gibraltar, à la nage. Bien, je sais plus, c'était Paul, je crois, il y a eu une communication de crise sur cette traversée du détroit de Gibraltar. J'étais sur un zone, il fallait faire les choses quand même. Donc ton mec, il a besoin d'encouragement probablement et tout. Donc tu te retrouves, voilà, il faut faire et tu le fais et tu n'en veux à personne, en fait. Tu en veux presque, tu n'en veux juste qu'à toi de te dire: «Mais pourquoi ce métier? Pourquoi ça?» mais tu n'en veux ni à Paul, en l'occurrence, qui n'y pouvait rien et ni à ton mari parce que tu es là où tu dois être, mais faire ta com crise depuis ton zodiaque, alors que c'était pas tout à fait prévu comme ça, c'est la vie Oui, c'est vrai que c'est assez rigolo, et cette ça arrive prise en tellement souvent ça, le nombre d'anniversaires, de moments, ratés et puis à la fois, bon voilà, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais bon, Mmh. aujourd'hui, voilà, tu as quand même, des filles qui sont là, la tribu qui est là, des petits-enfants qui sont là, un métier qui, continue. Ouais. Pour parler de métier En solo, en en solo, solo, oui. Mmh. hem, alors on va en parler de ça, effectivement, mais l'équipe que tu as, au fil du temps, Ouais eue autour de toi, hem, tu allais chercher quel genre de personnes? et quand tu parlais d'empathie tout à l'heure, je pense que ça, c'était une qualité première. Je regardais, très peu, le parcours, scolaire. J'allais chercher, je sais pas si c'est normal de ne pas regarder ça, mais enfin un petit peu quand même, faut pas exagérer quand Pousser. même. Oui, voilà. Il fallait qu'il y ait une empathie, une aisance, relationnelle, une connaissance du sport, une appétence pour le sport, ça c'est et une connaissance du monde sportif, ça oui, ça me semblait un peu important et puis un échange facile et alors sans être passionnée, tu vois? Parce qu'il faut quand même prendre du recul, je suis paradoxalement, j'adore le sport, mais je ne suis pas, je sais pas comment dire, je ne suis pas, fan du tout.
Ah OK. Pas fan du tout. Je suis pas fan. Mon mari marquait des paniers, je ne sautais pas, de ma place de tribune. J'adorais ça, je trouvais ça beau et j'étais heureuse pour lui, mais voilà, je veux pas dire, Tu avais pas sors, des posters de sportifs dans ta chambre non, quand tu étais plus jeune? non, non, non. Donc oui, une relation détachée, attachée en fait, au sport, pour pouvoir apporter quelque chose dans les meilleures conditions. Donc faut les gens avec qui j'ai travaillé, toute la petite équipe là que j'ai eue, depuis 94, je les remercie parce qu'on a vraiment passé d'abord, ils m'ont tous fait grandir et on a grandi tous ensemble et puis, ça a été une expérience fantastique, ce petit groupe, blanco-negro. Et donc tu disais solo maintenant? Oui, solo. Solo ou pas solo en fait, oui solo parce qu'il y aura toujours un peu de monde quand même autour, mais je suis toujours attachée à des projets, tu vois? Je travaille toute seule, dans mon bureau là actuellement, je suis toute seule. Ils sont partis, le 1er avril, Jonas et Mathilde, les 2 petits derniers. Ils ont quitté, Blanco Negro pour rejoindre Comeover, qui était sur le Vendée Globe et on se reverra quand même sur d'autres dossiers. J'allège, je réduis La la voilure. voilure? Oui, voilà, c'est ça, je réduis la voilure et je m'oriente doucement mais sûrement, vers une activité moins dense, moins soutenue pour en profiter un petit peu, justement, de toute la petite tribu là. Donc Laurence Dacoury a pris un riz, quoi. Oui, je vois à peu près ce que ça représente. Même si je sais que cette question, elle va te paraître, très difficile, de quoi est-ce que tu es fière ou la plus fière? On dit la plus fière ou le plus fier? De quoi est-ce que tu es fière? Jamais. Hem, D'avoir fait grandir des tu vois, on parlait de la petite équipe, oui, d'avoir, rempli, les missions, pour, de que l'athlète ou les athlètes ou les équipes ou les personnes avec qui j'ai travaillé puissent trouver, leur compte et qu'on ait fait des choses ensemble qui nous aient permis d'avancer tous ensemble. Que, qu'il reste tout ça, que tu vois, toute la petite équipe de Blanco Negro, on se revoit avec plaisir, on échange toujours, c'est des gens que je suis, tu vois, on se revoit, on s'aime, on s'apprécie, on a partagé des moments, inoubliables et voilà, de tout ça, oui, je suis heureuse plutôt que fière, je suis heureuse de ça. J'ai l'impression que la fidélité aussi, c'est quelque chose, qui te caractérise. J'ai échangé un petit peu avec, Michel en préparant cette émission, Michel Desjoyaux, Ouais. et on était assez d'accord tous les 2 pour dire qu'il y avait un truc, cette, capacité que tu avais à créer du lien, Mmh. et puis surtout à le garder, en fait, assez longtemps, le lien. Oui. Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai, c'est vrai. Je suis globalement, bah, tu vois, c'est vrai que quand tu regardes les contrats, ou les accompagnements d'athlètes où ça a toujours été assez long, hein. C'est, 15 ans pour Teddy, presque autant pour Kevin Mayer. Le volley, c'est depuis 2013, l'escrime, on l'a pris un petit peu plus tard, mais les gens avec qui j'ai travaillé, oui, on garde au-delà de nos relations professionnelles, on garde des relations ensuite. Même si on ne se voit pas souvent, oui, oui, on se suit, heu et la pole en ce moment, tu vois, on est ensemble depuis plus de 10 ans, je crois et ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. C'est vrai que c'est fidèle, ouais, c'est fidèle. Après dans le métier, que tu exerces, c'est sûr que le mieux tu connais la personne, peut-être aussi le plus facile, c'est de Le mieux plus la tu peux lui rendre. comprendre, Oui, mieux voilà, c'est plus, tu gagnes en temps, ça c'est sûr, mmh. tu imagines, tu sais le cadre, tu sais le poser beaucoup plus facilement, quand tu as une petite expérience, auprès de l'athlète avec qui tu travailles. Même si tu as pris, un riz, Laurence, Mmh. j'aimerais bien avoir ton avis sur, la façon dont, évolue, j'ai l'impression en tout cas à 100 à l'heure, tout ce métier de la communication, notamment. Ouais.
En voile particulièrement. par exemple? Une accélération beaucoup plus importante, j'ai le sentiment en tout cas dans le domaine de la voile qu'ailleurs. Hem, Peut-être que ça s'explique aussi par, la multitude de communicants, des budgets. Chaque bateau, mine de rien, tu vois, il y a des budgets quand même, moi je travaille avec des fédérations où c'est beaucoup plus compliqué, des athlètes, en escrime, par exemple, on travaille pour la fédération. Bon, les moyens n'ont rien de comparable, et tu n'as Mmh. pas une attachée de presse par athlète, hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, je pense qu'il y a une vraie accélération dans le domaine de la voile. Donc, une difficulté à retrouver des repères assez, ce qui m'avait surpris moi, c'est que dans le domaine de la voile, tu avais une histoire pour tout le monde. C'est-à-dire tu prends, en athlée, tu gagnes, on parle de toi, tu es dernier, on parle pas de toi. Donc il a fallu que je m'adapte à ça et que je comprenne pourquoi, et bien évidemment que la notion d'aventure, même si niche, on n'est pas des aventuriers, on part pas, à l'aveugle, on bosse, oui. Il y a une histoire pour chacun sur les Vendées parce que Oui. le choix, le parti pris est quand même de communiquer, et de plus en plus, sur ce que tu vis toi, sur ton bateau, que tu sois 1er, 5e ou 25e. Alors celui qui est 25e a peut-être plus de temps, et cependant il est quand même dans l'effort et quand même dans la performance. Mais les moyens développés sur la voile pour relayer, toute actu, toute information, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la position que tu aies dans une course, alors après ça dépend aussi de ton profil, bah, ça c'est vrai que, tu vois, 40 bateaux sur le Vendée Globe, voilà, c'est i s je suis toujours pas très à l'aise avec le fait de se dire, on parle plus je dis le 15e, je sais pas qui était le 15e, donc ça n'a pas de sens ce que je te dis là, mais que du premier presque, tu vois? Mmh. Hem Mais cependant, c'est C'est une réalité. une réalité que je peux comprendre. Enfin, je comprends la mécanique et je comprends le pourquoi. Après, est-ce que c'est juste? C'est une autre histoire. Voilà. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui? Comprendre, le dépassement de soi, de mettre tout en place pour aller chercher, pour atteindre ton objectif. Moi, ça me réjouit toujours de découvrir ça aux côtés des athlètes que j'accompagne. Que ce soit un marin, que ce soit un athlète, il y a toujours un chemin, et ça, je trouve ça toujours très riche, toujours très intéressant. Quand tu n'as pas de triche, quand tu ne tu pas dans le tu vois, quand tu construis vraiment, bah, que ce soit une équipe, tu mets en place des situations, tu mets en place tu as un objectif, tu le connais, tu l'identifies, il est à 2, 3, 4 ans, une olympiade ou pas, bah, tu travailles. Et le chemin que tu prends pour atteindre ton objectif, c'est toujours passionnant. Donc ça m'anime toujours de comprendre comment ça marche. Comment marche, l'humain, à ce niveau-là. Ça m'intéresse toujours. Toujours très passionnant. Et de rêves, y en a-t-il qui n'ont pas été, est-ce qu'on comble un rêve? Est-ce qu'on atteint un rêve? Est-ce qu'on réalise un rêve? Est-ce qu'il y en a un qui n'aurait pas été réalisé? Dans les miens? Ouais, dans les tiens. Je te signale que c'est ton épisode de Navigante, Laurence Dacoury, donc Mince! évidemment dans les tiens. Oui, mais non, non, franchement, je te disais, dès le départ, j'ai été très gâtée. Ça allait bien au-delà de ce que je pouvais imaginer, franchement. Donc non, j'ai été vraiment très gâtée. Et j'espère en faire profiter, ma petite équipe, tous ceux que je Elle en perd son croise. oreillette, on perd ton oreillette. Oh, j'en perds mon oreillette. Oui, j'espère que et cet aspect-là, j'espère que dans la relation, tu vois, ça peut me permettre de faire en sorte que ça aille mieux pour les uns ou les autres qui sont, un peu plus en difficulté, tu vois? Non, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Tu sais que moi je suis persuadée que la chance, on la crée, mais ça, c'est mon opinion. Même si la chance, oui, elle est là, mais je pense quand même qu'à force, on se la crée Ah oui, aussi. oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Faut faire quelque chose de ce qui se passe. Bien sûr, tu peux pas oui, voilà, oui, sûrement qu'on a transformé quelques petits essais, ça, c'est sûr. Mais voilà, avec, modestie, parce que tu sais
comme moi que ça bascule très vite aussi, de l'autre côté. Donc voilà, toujours vouloir apporter le meilleur à la personne avec qui, je travaille, ça c'est sûr, c'est une constante. Toujours aimer découvrir comment son objectif sera atteint, comment il souhaite l'atteindre. Tout ça, ça anime et ça peut être des exemples aussi, tu vois? Donc ça nourrit forcément donc voilà, on va continuer un petit peu encore et je suis toujours aussi curieuse, je suis pas lassée du tout. Ça C'est beau ça. quoi? Je dis: «C'est beau». Je sais pas, j'ai beau là encore, je ne sais pas de quoi je suis faite, mais mais c'est ça me plaît énormément, oui. Merci beaucoup Laurence Dacoury d'avoir été, l'invitée de Navigante. Merci Hélène de Ça fait un petit l'invitation. bout de temps que je te propose, alors, je suis contente que tu aies dit oui, enfin. Tu me cours après, mais maintenant je cours moins vite, donc tu m'as rattrapée, c'est Non, je pense que je n'oserais jamais si, me si, si. mesurer, me Merci mesurer. Hélène, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a hâte de te revoir, sur les pontons, heu, Réciproquement. ça c'est sûr et Ouais. puis, The Ocean Race normalement, The Ocean Race Europe. et ben voilà et ben sur les Voilà, pontons de The Ocean Race, Europe, aux côtés avec de Polo. Paul. De Paul Meillat et ben, on va te souhaiter plein de bonnes choses avec, ta tribu aussi et puis, Merci. plein de petits-enfants dont tu nous as parlé et puis, bah, merci encore pour ton temps, Laurence. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.